Pourquoi la France domine la vente des joueurs? C'est l'information qui ressort d'un rapport du CIES que vous avez peut-être vu passer étant donné que le journal L'Équipe lui a consacré un article. Mais oui, dans l'Hexagone, on domine le marché mondial de la vente de joueurs. Alors c'est important de préciser en France parce que finalement ça concerne pas que la Ligue 1, c'est les joueurs qui sont formés en France, mais ça peut concerner des divisions inférieures et ça ne considère pas que les joueurs internationaux français parce que comme vous le savez, dans nos centres de formation, bien évidemment, il y a des joueurs qui ont d'autres nationalités sportives. C'est une fierté, mais c'est un petit peu comme si tu considérais que tu étais fier d'avoir eu ton ex qui désormais sort avec Brad Pitt. C'est une fierté, mais en même temps, faut pas la dire trop fort parce que dans l'affaire, t'es un peu le cocu de l'histoire. Ça en dit long sur le football français. On va essayer de voir les raisons qui font qu'on a ce joyeux ou ce triste premier prix. Je sais pas comment décrire les choses. Donc installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Pour comprendre à quel point la France domine le marché mondial de la vente de joueurs, il suffit de regarder les chiffres qui sortent de l'étude du CIES et on réalise qu'on parle énormément du Brésil comme un pays de football, de la formation espagnole. Au Portugal, t'as l'impression que Porto, le Benfica ou le Sporting sortent des cracks tous les ans, mais en termes de valeur brute de joueurs vendus, eh bien la France leur met une vitesse phénoménale. Et la première raison à ça, et ça nous différencie drôlement du Brésil, mais aussi dans une moindre mesure du Portugal par exemple, c'est le fait qu'on ait un bon championnat. Alors évidemment, je suis pas en train de vous dire que la Ligue 1 ça vaut la première ligue, mais vous savez comment ça se passe. Un joueur qui fait les mêmes performances au Brésil, au Portugal, en Bulgarie, en France ou en Angleterre, eh bien, il ne sera pas du tout évalué de la même manière. Déjà parce que bien évidemment ces championnats ne présentent pas la même adversité et donc le fait d'y briller, c'est pas briller face à la même concurrence, mais en plus tu as aussi une pure question de considération de ces championnats au-delà même du niveau absolu. Il y a un petit peu l'étiquette Ligue 1 qui fait que bah, tu sais à quoi tu vas avoir affaire en achetant un joueur qui a réussi à percer dans le championnat français. C'est un peu comme une marque, c'est un peu comme un signe de qualité. Et pour le coup, c'est pas que superficiel parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment taper sur notre Ligue 1, mais c'est pas pour rien que vous avez des entraîneurs et des joueurs qui disent en débarquant en France que la Ligue 1 est un très bon championnat. Alors ouais, on n'a peut-être pas les plus grands techniciens. Oui, la Ligue 1 n'est peut-être pas le championnat où on a toujours eu le plus grand spectacle. Et encore sur ce dernier point, je trouve qu'aujourd'hui, ça a drôlement évolué avec des entraîneurs d'une très grande qualité. Mais ce qu'il faut vraiment réaliser, c'est qu'en Ligue 1, tu as un niveau athlétique qui est absolument incroyable. Tu as de très jeunes joueurs qui sont vraiment dans des formes phénoménales et des défenseurs jusqu'aux ailiers, tu te prends un impact qui fait que si tu es capable de survivre à la Ligue 1, tu pourras survivre partout. Et la Ligue 1, c'est pas qu'une question d'impact physique et d'intensité dans le sens où tu as des Golgoth qui peuvent te mettre des cartons, mais c'est que ça va vite également. En Ligue 1, quand tu es un défenseur et que tu dois défendre face à un ailier virevoltant de 21 ans, ben tu es obligé de prendre tes décisions rapidement. C'est pas qu'une question d'avoir le coffre physique, c'est également une question d'être capable de rester lucide et d'avoir du sang-froid. Et c'est pour ça qu'en Ligue 1, ben finalement, on a autant de joueurs qui ont une si bonne réputation et qui s'exportent aussi facilement, c'est qu'on considère le championnat comme un meilleur test que celui du Portugal ou celui du Brésil par exemple. Ça, c'est la première raison pour laquelle on domine le marché mondial. La deuxième raison, c'est qu'on sait garder un minimum nos joueurs. Vous le voyez très régulièrement, les jeunes cracks brésiliens partent très très tôt durant leur carrière. D'ailleurs, à un moment, tu avais l'impression que la recherche du nouveau Neymar qui était opéré par le Real Madrid, par le FC Barcelone, ça donnait lieu à un concours assez malsain où tu allais poser de plus en plus des grosses sommes sur des joueurs de plus en plus jeunes. Vraiment, moi, à tout moment, si on mettait de côté les questions légales, je m'attendais à voir le Real Madrid poser 90 millions sur un mec de 8 ans. Donc sur un enfant, pour dire les choses concrètement. Et ça, on n'a pas vraiment le sujet en Ligue 1. Alors évidemment, on a des joueurs qui partent extrêmement tôt, mais c'est pas rare de voir des gros transferts de joueurs de Ligue 1 qui partent à l'étranger quand ils ont 20, 21, 22 ans. Et j'ai même envie d'aller plus loin. La question à se poser, c'est pas forcément à quel âge ils partent, c'est après combien de saisons professionnelles en Ligue 1 ils partent. Et au Brésil, tu vas partir très rapidement. Tu vas avoir à peine le temps de compléter ta poste
formation, de montrer que tu es un joueur talentueux, que tu vas déjà être acheté par Chelsea par exemple. Pour pas que parler du Real Madrid et du Barça. En Ligue 1, t'as quand même un peu plus le temps. Et un joueur qui part à 18 ans et qui est tout juste révélé, ou un joueur qui part après avoir réussi à briller 1 ou 2 ans complet dans son championnat, ça a logiquement pas la même valeur et ça plaide dans la faveur de la Ligue 1. Troisième argument pour lequel en France on est les champions de la vente de joueurs, c'est pas un argument qui est très positif, c'est parce qu'on est pauvre et qu'on a intégré ça à notre modèle économique en fait. Je vous disais que la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi dans une moindre mesure permettaient de bien valoriser nos joueurs puisque c'était des championnats qui étaient des championnats plus forts que le Brésil ou le Portugal par exemple. Mais on pourrait aller encore plus loin en disant que si tu arrives à percer en première ligue, évidemment, tu as une valeur qui est sans commune mesure avec un joueur qui perce en Ligue 1. Parce que tu te dis que si tu réussis en première ligue, tu réussis dans le championnat le plus difficile du monde. Oui, mais alors pourquoi ça donne pas des montants? 2 transferts derrière, vous le savez bien, c'est parce que le mec qui arrive à percer suite à être formé en Angleterre, suite à avoir fait ses débuts en première ligue, il n'est pas vendu. Il reste dans son club parce que son club est riche, parce que son club a pas besoin tous les étés pour équilibrer les comptes de le refourguer à un club étranger. Et finalement, notre Ligue 1, c'est un petit peu tout l'inverse. Non seulement on n'a pas la puissance économique pour garder nos joueurs, même si on les garde un peu plus longtemps que le Brésil encore une fois, mais en plus, on a complètement intériorisé ça. C'est-à-dire que quand les clubs passent devant la DNCG et qui présentent un petit peu leur projection économique, dès le début de saison, tu as prévu de faire des ventes en fait. Ça fait partie aujourd'hui du fonctionnement d'un club de foot en France. Tu as des revenus de billetterie, tu as des revenus de droits TV, tu as des revenus de sponsoring, tu as des revenus de vente de joueurs. Aujourd'hui, le football français, il est organisé de manière structurelle comme une plateforme d'achat-revente ou plutôt de formation et de vente. Donc partant de là, est-ce que c'est surprenant de voir que la France arrive à vendre énormément de talents pour de grosses sommes ? Non, en fait, on a organisé tout notre football autour de ça. Quatrième raison pour laquelle la France domine le marché mondial de la vente de joueurs, cette fois je vais aller sur une raison un peu plus positive, c'est qu'on forme super bien en fait en France. On peut dire ce qu'on veut, mais regardez par exemple le Stade Rennais. On a Eduardo Camavinga, on a Dembélé, Désiré Doué, Matistel. À Lyon on a Benzema, Lacazette, Tolisso, Aouar, Umtiti, Fekir, Cherki. À Paris, Coman, Maignan, Nkunku, Diaby, Rabiot, Kimpembe, Zahir Emery, Monaco, Mbappé, Akliouche, Ben Seguir, Badiachil, Fofana, Dizazi. Tous n'ont pas donné lieu à des très grosses ventes, certains sont restés en France, certains sont plus ou moins critiquables. Je vous avoue que j'ai fait une liste à chaud en ouvrant un Word et en notant ce qui me venait à l'esprit, donc j'ai sûrement oublié des joueurs majeurs, mais en tout cas, quand on regarde ce qui est formé à Rennes, au PSG, à l'OL, il y a quand même du très très gros joueur, c'est quand même un savoir-faire français, quoi qu'on dise. Alors on peut dire qu'en France, on manque parfois de la qualité technique du football espagnol, mais il y a un moment, on est quand même capable de sortir tellement de bons joueurs qu'il faudrait aussi savoir se jeter des fleurs de temps en temps. Il y a plein de problèmes dans le football français, il y a plein de choses qu'on fait mal, il y a suffisamment d'éléments à dénoncer dans la gestion des clubs pour qu'au moins on arrive à reconnaître que la formation française, elle est excellente. Et ça, c'est à mettre au crédit de personnes dont on n'entend jamais parler. C'est les personnes qui s'occupent des centres de formation, c'est les éducateurs, c'est finalement les hommes de l'ombre qui vont pas être ceux qui vont entraîner les équipes de Ligue 1, mais qui pour autant sont peut-être les gens qui font le plus rayonner le foot français. Et là-dessus, j'ai juste envie de dire cocorico, parce que au moins là-dessus, on peut le dire. Et puis le cocorico, on peut se dire également pour une dernière raison qui permet au football français de briller en matière de vente, c'est qu'à notre manière, on est un pays de foot. Alors je sais qu'en France, il y a toujours ce débat, est-ce qu'on est un pays de sport, est-ce qu'on est un pays de foot ? Faut avouer qu'on n'a pas le remplissage des stades de Bundesliga. Faut avouer que le foot est même parfois un petit peu méprisé par une partie de la population française parce que le foot, c'est un sport trop populaire aux yeux de certains et souvent derrière le trop populaire, on va pas se cacher le fait qu'il y a le côté c'est un sport de racaille, jamais j'irai mettre mon gosse là-dedans. Bref, vous voyez un petit peu le genre de personne que je vise avec ça. Mais il y a quand même un truc qui fait de la France un pays de foot, c'est qu'on a un nombre de ouf de licenciés en France.
La Fédération française de football communique sur le fait qu'on en a un peu plus de 2,3 aux dernières nouvelles sur les chiffres que j'avais vus. C'est difficile de comparer de manière brute avec d'autres pays parce que l'Allemagne, par exemple, compte pas exactement de la même manière, mais quand on essaye de rationaliser un petit peu les critères, de comparer le nombre de licenciés réels actifs chaque année en France et dans les autres pays, eh ben en fait, c'est normal qu'en France, on ait un bassin de joueurs énorme. On est un pays de 70 millions d'habitants, ce qui est une grosse population, avec un pourcentage bien élevé de licenciés pour le football. On n'est pas au niveau du Pays-Bas, mais on n'a pas la même population non plus. Et forcément, ça fait qu'il y a beaucoup de talents qui sont repérés grâce à ça. En France, il y a quand même le côté, un petit garçon qui fait du sport, il fait souvent du football. Les petites filles également, mais là on parle du foot masculin, et pour les filles c'est quand même un peu moins présent, faut bien l'avouer. Et du coup, ça fait que non seulement en France on forme bien, mais en plus, si t'es un talent générationnel, si t'as dans les pieds le potentiel d'être le nouveau Zinedine Zidane, t'as un peu moins de chances de passer entre les mailles du filet en France que en Italie, par exemple, parce que la France a vraiment un ratissage des jeunes joueurs qui est hyper efficace. Donc tout ça, ça explique bien le fait qu'on soit une super puissance en termes d'exportation de talents footballistiques. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Je vous le disais en introduction, c'est se réjouir de ça, c'est un peu comme se réjouir du fait que son ex sort avec Brad Pitt. Et je sais pas vous, mais moi c'est pas mon aspiration dans la vie que de flex sur les personnes avec qui sortent mes ex. Et c'est un peu tout le problème du football français en fait, c'est que tu te dis ok, on peut être fier d'exporter du joueur parce que ça montre qu'on a un gros bassin de population passionnée de foot avec des gros talents que derrière on arrive en plus à les former, donc on a une vraie qualité de la formation à la française, qu'on a des clubs qui permettent leur émergence, mais ça met aussi en avant le principal problème du football français, c'est le fait qu'aujourd'hui on n'a tellement pas de puissance économique qu'on n'arrive pas à garder nos joueurs. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui fantasment un modèle du football français où on rationaliserait les coûts, où on arrêterait de distribuer des gros salaires et où on se reposerait sur la formation. Faut avouer qu'il y a un truc tentant là-dedans. Il y a au moins le potentiel en France pour faire ça. Reste que tant que tu n'auras pas résolu le problème de déficit structurel, et pour ça, faut virer les gros salaires, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En fait, pour réussir à miser sur la formation, faut pas avoir de déficit structurel, donc faut virer les gros salaires, mais pour virer les gros salaires, faut avoir dans un premier temps réussi à miser sur la formation. Vous voyez un petit peu le cœur du sujet, c'est qu'en fait, le problème du football français, c'est de réussir à sortir de ce cercle vicieux, de réussir à avoir des clubs qui présentent au moins une année devant la DNCG un bilan à l'équilibre, même s'ils misent pas sur 50 millions d'euros de vente de joueurs. Parce que s'ils misent pas sur ces ventes, ils pourront garder leurs joueurs, ils pourront les garder dans les clubs et ça se passera peut-être un peu mieux. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça sur le foot français. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais en tout cas, je trouvais l'info notable. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à demain. Salut.